Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat, de reportage et de chronique sur Public Sénat. 90 minutes pour donner du sens à l'actualité grâce à nos invités experts. Et voici le sommaire de ce 16 novembre. Où va le parti LR? Son chef, Éric Ciotti, a choisi de snober les rencontres de Saint-Denis. Demain, elles porteront pourtant notamment sur l'élargissement du champ du référendum aux questions migratoires. Les LR qui sont en plein bras de fer entre députés et sénateurs sur le contenu de la loi immigration qui donne le cap. Que risquent les Républicains en cas d'échec aux élections européennes dans moins de 7 mois? On en débat juste après ces titres. Et puis dans 3 quarts d'heure, direction l'Ukraine, passée au second plan de l'intérêt médiatique et politique depuis les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre. La guerre au Moyen-Orient détourne l'attention. Je pense que c'est l'un des objectifs de la Fédération de Russie. Elle a compris que l'attention se porterait moins sur l'Ukraine. Depuis quelques jours, l'armée ukrainienne a posé le pied sur la rive du fleuve Dniepr qui était jusqu'ici contrôlée par la Russie. Est-ce le démarrage d'une percée d'envergure? La contre-offensive peut-elle sortir de l'impasse? L'aide internationale a-t-elle atteint son maximum? On répondra à toutes ces questions tout à l'heure. Mais d'abord, ces doutes qui s'expriment de plus en plus sur la stratégie d'Éric Ciotti. Cécile Sixou. Emmanuel Macron risque de se sentir bien seul vendredi à Saint-Denis. Après Emmanuel Bompard de LFI et Olivier Faure des Socialistes, Éric Ciotti aussi boycottera sa réunion. Le patron des LR n'a pas apprécié l'absence du chef de l'État à la marche contre l'antisémitisme. Il refuse surtout, dit-il, de cautionner une énième opération de communication. Moi, je n'ai pas vocation à être le figurant d'un spot publicitaire du président de la République. Parce que Saint-Denis, j'y ai participé une fois. C'est de la com, Saint-Denis, alors? Bien sûr, c'est que de la com. Une nouvelle défection et un coup dur pour Emmanuel Macron à l'initiative de ces rencontres. Hier à Lausanne, il n'a pas caché son agacement. Utiliser le contexte que nous vivons pour justifier une absence à une réunion de travail sur des réformes constitutionnelles est absolument indigne. Je pense que c'est une faute politique majeure de la part de ses dirigeants. Le chef de l'État avait pourtant pris soin de mettre sur la table les réformes constitutionnelles demandées par les LR. Les Républicains ont souhaité qu'il y ait un référendum autour de la Constitution et autour de... Le président le met sur la table. Et voilà, je le mets sur la table, on pourra en discuter. Et M. Ciotti, qui l'a demandé, qui dépose une PPL sur le sujet, qui dépose sur le texte de loi, dit s'il ne fait pas, parce qu'il n'était pas à la manif. Non mais vous vous rendez compte cette réaction? Qu'est-ce que ça veut dire? Chez les LR aussi, ce refus d'invitation est diversement apprécié. Gérard Larcher, favorable à une relation constructive avec l'exécutif, sera lui présent à Saint-Denis. Il se désolidarise à demi-mot d'Éric Ciotti. C'est sa décision, je peux en comprendre les raisons. Il est dans son rôle de président de parti de prendre cette décision. Elle lui appartient. Cette absence du patron des LR autour de la table risque en tout cas de laisser un couloir de nage à une autre droite, celle du Rassemblement national. Le parti LR est-il devenu un bateau ivre? Peut-il disparaître en cas d'échec aux élections européennes dans moins de 7 mois? On répond à ces questions. On en débat avec Franck Morel. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes avocat associé chez Flichy-Granger, ancien conseiller social d'Édouard Philippe à Matignon et de plusieurs ministres et experts également à l'Institut Montaigne. Bruno Cotresse, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOV. J'accueille également Stéphane Zumsteeg. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Le directeur du département Opinion chez Ipsos, l'Institut de sondage Ipsos, et Mathilde Sirot. Bonsoir Mathilde, heureux de vous retrouver sur ce plateau, éditorialiste politique. On commence par cette décision donc d'Éric Ciotti de snober les rencontres de Saint-Denis. Alors effectivement, le Parti socialiste et LFI n'y vont pas non plus. Franck Morel, mais on n'est pas exactement dans le même contexte politique. Est-ce que c'est une erreur stratégique ? Ou une faute, pour reprendre les termes du président de la République? La réponse est dans la question. Sur l'erreur stratégique, je le crains. Si j'étais un peu taquin, je dirais que LR, qui critique le « en même temps », fait lui-même sans cesse du « en même temps ». Et est sans cesse tiraillé par une forme de « en même temps » un peu mortifère. Pourquoi ? Parce que LR n'a pas réussi à trancher définitivement, et c'est ce qui
plombe un peu le décryptage des attitudes et des postures qui sont retenues sur les différents sujets, entre une posture qui consisterait à soutenir, même de manière critique, le gouvernement, ou à être dans une opposition classique. Voilà. Et on l'a vu au moment de la réforme des retraites, à travers effectivement les tiraillements qui ont pu être constatés au sein du groupe LR. On le voit en ce moment avec le vote du projet de loi sur l'immigration entre le Sénat d'un côté et l'Assemblée. On y reviendra en détail, évidemment. Oui. Et du reste, ça n'est pas neutre de mon point de vue le fait que la position d'Éric Ciotti qu'il vient d'affirmer arrive précisément à ce moment-là, juste après le vote par le Sénat du projet de loi immigration. Si vous voulez, il y a une logique un peu de balancier, un coup d'un côté, un coup de l'autre. On a trop co-construit avec le gouvernement au Sénat, donc il faut qu'on montre... Voilà, et donc on fait vivre ce en même temps, du coup, d'une certaine manière, accord défendant, évidemment, parce que c'est pas un en même temps assumé et revendiqué, c'est un en même temps un peu subi, plus exactement. Mais voilà, ce balancier est revenu du fait, sans doute, précisément du vote au Sénat du texte immigration. Alors Bruno Cotresse, c'est évidemment une mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron, puisque cette initiative politique des rencontres de Saint-Denis, elle est en train de faire pchit, on pourrait dire ça comme ça. Est-ce que c'est forcément, à contraire, une bonne nouvelle pour le parti LR, ce qui est en train de se passer ? Pour le parti LR, il y a des dimensions stratégiques, en fait, qui expliquent aussi pas mal la situation. Au Sénat, ils ont, au fond, joué le jeu de, au fond, prendre le texte du gouvernement comme une base intéressante, qu'ils ont durci. Évidemment, tout ceci nous dit que la confiance n'est pas optimale sur la capacité de l'exécutif à accompagner cette démarche jusqu'au bout, et sans doute la crainte chez les Républicains de paraître aux yeux de leurs électeurs, qui restent encore, il leur reste quand même quelques-uns encore, leurs sympathisants, leurs militants, ceux qui au bout du compte se feraient avoir, c'est-à-dire qu'ils auraient joué le jeu, et puis le texte repassé à l'Assemblée nationale reviendrait sans tout un tas d'engagements qui ont été pris au Sénat. Dans ce que vous nous dites là, en préambule, c'est une façon aussi de mettre la pression sur le gouvernement dans les négociations qui vont avoir lieu là, les Républicains à l'Assemblée. savent qu'ils sont dans une situation extrêmement paradoxale. Ce parti n'a jamais été aussi faible qu'aujourd'hui. Et en même temps, il se retrouve avec une position d'acteur stratégique qui peut donner à Emmanuel Macron une majorité ou qui peut l'aider à montrer que finalement l'exécutif n'est pas autant isolé qu'on le dit. Donc c'est vrai que c'est une situation paradoxale, il fait un peu monter les enchères. Alors il l'a déjà fait au moment de la réforme des retraites, c'est vrai, alors ça s'appelle jouer aussi un peu avec le feu, parce qu'au bout d'un moment, les sympathisants, les électeurs ont besoin qu'il y ait une ligne qui s'affirme, qui se clarifie, de savoir un peu où ils en sont. C'est pour ça qu'on posait la question du cap ou du bateau ivre, boycott qui ne fait pas, on l'a bien compris, l'unanimité au sein de LR. On écoute le vice-président de la commission des lois, le sénateur LR du Nord, Marc-Philippe Daubresse. Nous, on sort de la loi sur l'immigration, où on a fait voter un texte qui est à 98%. Est-ce que M. Ciotti a déposé à l'Assemblée nationale en même temps? On va aller vers ce débat à l'Assemblée nationale. Au moment où on cherche justement à imposer une ligne plus ferme sur ces sujets-là, je pense qu'il vaut mieux continuer à être présent aux discussions avec le président de la République, quitte à lui dire, ceci n'empêche pas cela, toutes les divergences et les différences qu'on a avec lui. C'est donc une erreur d'Éric Ciotti? Je ne dis pas ça. Moi, à sa place, j'aurais pas fait pareil. Voilà, en termes choisis, on sous-entend que c'est quand même une erreur. Stéphane Zumsteg, cette politique de la chaise vide, à qui elle profite ? Est-ce qu'elle profite au Rassemblement national qui va pouvoir demain continuer d'afficher sa capacité à participer à des rencontres comme celle-là? Oui, probablement, parce que ça va lui donner une occasion de plus, et il n'en a pas manqué ces derniers mois, depuis les élections législatives de juin de l'année dernière, de se respectabiliser, de s'institutionnaliser encore plus que ce n'était le cas jusqu'à aujourd'hui. Après, pour répondre à une autre question, est-ce que ça va profiter au LR? J'en suis pas persuadé non plus, parce qu'on voit bien le choix tactique, vous en avez parlé tous les deux, mais certes, ce parti est tiraillé entre une sorte de soutien critique et une opposition frontale. Là, on sent quand même que depuis quelques jours, même depuis quelques semaines, on est beaucoup plus dans la radicalité contre le gouvernement et contre le président de la République. Pourquoi? Parce que les LR ont enfin compris que jouer le rôle de parti d'appoint
et forcément, vous employez le terme mortifère, mais c'est exactement ça. Enfin, l'histoire politique récente est truffée de forces stratégiques qui pouvaient emporter ou créer une majorité absolue, mais qui, en s'alliant avec le bloc majoritaire, en tout cas le bloc le plus important, finissent par disparaître. Et là, on le voit bien. Oui, le risque, ce serait de se dissoudre dans une majorité présidentielle recomposée avec LR à l'intérieur. Mais vous avez raison, mais d'un autre côté, ils sont obligés de taper du poing sur la table parce que c'est censé être le moment LR, ce projet de loi sur l'immigration. Si on ne parle pas des LR au moment où on cherche une loi sur l'immigration, mais quand est-ce qu'on va parler des LR? D'autant plus que ce profil, évidemment, et vous l'évoquiez tout à l'heure, les prochaines élections européennes. Donc, quelque part, ils sont un petit peu prisonniers de cette stratégie de la chaise vide, d'une opposition de plus en plus frontale, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur une partie de leur électorat. L'électorat de LR, ou en tout cas ce qu'il en reste, il reste favorable à une modification de la loi sur l'immigration. Et si la droite devait empêcher ce vote, quelque part, une partie de cet électorat saurait lui en vouloir après. Oui, le lui rappeler. Franck Morel, est-ce que c'est aussi le signe, cette sensation d'un parti ballotté ou sans cap, d'un manque, j'allais dire d'une absence, le terme est trop fort, mais d'un manque de travail idéologique? Je me souviens qu'au moment des premières rencontres précisément de Saint-Denis, un certain nombre d'échos qui s'étaient manifestés sur la manière dont ces rencontres s'étaient déroulées avait mentionné précisément le fait que Jordan Bardella avait été identifié comme ayant préparé avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'approfondissement, justement, cette réunion-là. Et ça s'est su. Et ça s'est su, et c'était fait, sans doute, pour que ça se sache, et que ça se dise, dans la stratégie de notabilisation, effectivement, que vous évoquiez. Et donc, effectivement, faire le choix de ne pas aller à ces secondes rencontres, c'est faire le choix, après qu'un travail ait pu être mené au Sénat, et ça a été dit tout à l'heure par le sénateur Daubresse, effectivement, assez approfondi, avec un certain nombre de dispositions qui ont été modifiées, qui vont dans le sens de LR, c'est faire le choix de passer à une autre séquence pour passer d'une certaine manière ça par pertes et profits et ne pas aller sur un terrain qui serait le terrain justement de la valorisation d'un travail de fond, pour aller sur un terrain d'identification plus binaire sur le fait de mettre en avant, de ne pas aller à Saint-Denis. Et donc, vous avez raison, ça peut pointer une forme de difficulté à exister par le fond, à exister en réalité par le fait alors même que LR, effectivement, a mis sur la table un certain nombre de propositions assez poussées, assez détaillées, sur des modifications constitutionnelles, par exemple, mais on a le sentiment que LR n'arrive pas à le valoriser et ne se sent pas même. Que la stratégie va peut-être en contradiction avec le travail sur les idées, c'est ce que je comprends. Et je vais même plus loin, et que LR ne se sent peut-être pas suffisamment sûr de soi pour être capable de le valoriser dans un Saint-Denis numéro 2. Et ça, c'est très symptomatique. Sauf que Bruno Cotresse, la ligne idéologique de LR, est-ce qu'elle est si facile à définir? Parce qu'en fonction des thématiques, le régalien, l'économique, le social, on va peut-être être plus ou moins proche du Rassemblement national ou de Renaissance, d'une certaine façon. Ouais, là, c'est vraiment le cœur du sujet. Au fond, il y a à la fois cette dimension de travail intellectuel. Normalement, c'est la vocation d'une machine politique et le parti politique d'être un pourvoyeur d'idées, de programmes, de thèmes de réflexion, de sortir des documents qui font réfléchir les adhérents. Et c'est vrai qu'on a du mal pour le moment à voir tout ça venir du côté des Républicains. Mais il y a ce problème fondamental dont vous parlez. Notre vie politique, elle est depuis plusieurs décennies, 3-4 décennies, dans un espace en 2 dimensions. Et les Républicains, mais ça vaut aussi pour les socialistes, sont écartelés par ces 2 dimensions. Ils n'ont pas la cohérence programmatique que peuvent avoir les extrêmes. Ils sont écartelés. Leurs électeurs sur les questions régaliennes sont aujourd'hui plus proches de ceux du Rassemblement national que ceux de Renaissance. Ils ne sont pas intermédiaires entre les deux sur les questions régaliennes, la loi, l'ordre, la sécurité, l'immigration. Par contre, sur les questions économiques, ils sont plus proches des sympathisants du parti présidentiel que ceux du Rassemblement national. Oui, donc la synthèse, elle est compliquée à faire. La synthèse est très... Même pas être à leur place d'une certaine façon. La synthèse est très compliquée. Ça n'est pas de leur fait. Voilà, ils sont dans un environnement qui est, de ce point de vue-là, qui a gagné en complexité au cours des 30-40 dernières années. Ils ne sont pas les seuls en Europe. Leur famille politique, au plan européen, connaît les mêmes incertitudes stratégiques. On observe tous au niveau européen qu'au niveau de leur groupe PPE, c'est pas exactement le PPE d'il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années sur les questions climatiques. Ils sont en train d'être un peu plus sur l'idée qu'on en a assez parlé.
Donc voilà, on voit l'ensemble de la famille du centre droit qui est dans cette situation, avec un monde globalisé, ouvert, où les questions d'immigration, de frontières viennent un peu les chercher sur des thématiques sur lesquelles ils ont toujours été très forts, mais sur l'économie, ils sont très favorables à un monde ouvert de compétition, mais en même temps fermé. Qui ressemble à ce qu'Emmanuel Macron veut faire. Je ne sais pas s'il y arrive depuis qu'il a été élu. Et comment expliquer qu'on est ouvert à l'extérieur sur l'économie, mais qu'on ne l'est pas sur d'autres dimensions, c'est très compliqué. Voilà, ils sont dans une situation qui n'est que le produit d'évolution qui leur échappe. Donc c'est très difficile et ils n'ont pas trouvé le leader qui arrive à faire la synthèse pas d'incarnation de tout ceci. Voilà. C'est une question de leadership aussi. Depuis la présidentielle de 2022, c'est-à-dire qu'il y a eu cette primaire, il y a eu le score de Valérie Pécresse en 2022, Éric Ciotti qui est à la tête du parti, mais un parti qui a autant la culture du chef et qui aujourd'hui manque de direction et de leadership, ça s'en ressent évidemment dans les prises de position et dans les divisions internes. Ouais, évidemment, ça on y reviendra en détail tout à l'heure, on parlera ensemble de Laurent Wauquiez, entre autres, mais je voudrais qu'on se concentre sur ce bras de fer qui est en train de se dessiner entre députés et sénateurs LR. Je propose à Jonathan Dupriez de nous rejoindre donc sur ce texte immigration. Bonsoir Jonathan. On aurait pu imaginer un bras de fer LR gouvernement, sauf que c'est un bras de fer interne. Oui, absolument. Et les deux groupes parlementaires donc du même camp, ils sont encore très loin d'accorder leur violon sur ce texte immigration qui vient d'être voté au Sénat. C'est un texte dont tout le monde s'accorde ici, y compris les sénateurs LR eux-mêmes, à dire qu'il est allé sensiblement plus loin, très à droite. En tout cas, il est allé beaucoup plus loin que la version gouvernementale. Les sénateurs, ils ont poussé le texte vraiment sur sa droite. On va voir les mesures principales emblématiques qui sont sorties de cet examen. Alors, il y a la suppression de l'aide médicale d'État, devenue aide médicale d'urgence, la limitation du regroupement familial ou encore l'instauration de quotas sur l'immigration économique. En ressort, en tout cas, selon le président de la commission des lois du Sénat, une version dite équilibrée. En tout cas, François-Noël Buffet s'en félicite. Écoutez-le. Le texte qui sort du Sénat, à l'origine, c'est 24 articles ou 26 articles. On ressort avec un peu plus de 90 articles, donc on a complètement remodelé les choses. Le gouvernement a en grande partie donné des avis favorables, quelques sagesses, mais donc de ce fait, partage, en tout cas par la voix de son ministre, le texte du Sénat. J'imagine bien que tout ça a été un peu préparé, en tous les cas je le souhaite, pour l'arrivée du texte à l'Assemblée nationale. Alors là, pour le son de cloche côté sénateur LR, alors si on se tourne vers les bancs de l'Assemblée nationale, Jonathan, au contraire, ils disent quoi? Ils disent que ce texte va pas assez loin? Oui, ça va pas assez loin et c'est surtout Éric Ciotti qui bloque. À noter une petite info, Éric Ciotti n'est jamais venu au Sénat, au groupe politique, pendant la préparation, les négociations autour de l'examen du texte immigration, ce qui peut-être en dit long sur sa position. En tout cas, il est lui partisan d'une ligne très, très dure. En clair, il ne veut pas ouvrir la porte à une quelconque régularisation de sans-papiers dans ce texte. Or, sur ce point, les LR au Sénat, je vais essayer d'être très pédago, ils n'ont pas eu d'autre choix que de faire un compromis pour satisfaire ici leurs alliés centristes de la majorité sénatoriale, qui eux étaient favorables à certaines mesures, des alliés sans qui LR ne pourrait jamais avoir la majorité pour faire voter son texte. La droite donc a supprimé ce fameux article 3 dont on a beaucoup parlé, remplacé par le 4, vous allez voir, qui laisse à la discrétion des préfets la régularisation au cas par cas des travailleurs des métiers dits en tension. Ce texte n'inversera pas les grandes tendances, a cinglé Éric Ciotti dans le Figaro, et qui ajoute: le Sénat a fait un bon travail pour améliorer le texte, mais je dis très clairement l'article 4 bis qui s'est substitué à l'article 3 qui introduisait dans la loi le principe de régulation me gêne, et certains tapent encore plus fort, comme le député du Lot, Aurélien Pradier. Je vous propose de l'écouter. Je ne parlerai pas de victoire, je parlerai de ce que c'est une reculade. Il se trouve que je ne suis pas sénateur, je suis député. Et je pense que la position que je porte d'intransigeance sur le sujet de l'immigration, c'est une position que beaucoup de députés Les Républicains vont porter dans les jours qui viennent. Et évidemment, cette sortie d'Aurélien Pradier a fait réagir plusieurs sénateurs LR. Oui, ça n'a pas fait plaisir ici au Sénat, à commencer par le patron du groupe LR, Bruno Retailleau, qui s'est étranglé de ses propos. Pour lui, au contraire, le texte, il contient tous les marqueurs de la droite, voire peut-être même plus. Et écoutez-le, hier, il réagissait au micro de Quentin Calmet. Comme on dit chez moi, vaut mieux entendre de ça que d'être sourd. Voilà, il faut qu'ils travaillent, qu'ils le lisent. Jamais, de mémoire de députés ou de sénateurs LR, nous n'avions été, la droite, aussi ferme.
Voilà, je vois des sourires sur le plateau. Le feuilleton est loin d'être terminé à droite, hein, d'autant qu'hier, il y a un nouvel acteur qui est rentré un peu dans le jeu, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, candidat putatif à l'élection présidentielle, on verra. Il est entré dans la mêlée. Il s'est invité à la réunion des 62 députés LR à l'Assemblée nationale et il s'est voulu rassembleur. Hein. Ça, je cite des propos de Politico. Le Sénat a fait passer un tournant clair à ce texte, a-t-il dit, en défendant plus ou moins le travail des sénateurs. Il a reconnu en tout cas un projet de loi, certes perfectible, mais il dit il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre députés et sénateurs LR. Bon, on verra si ça suffit à rabiboucher tout le monde. Merci beaucoup. Jonathan, Bruno Cotresse, est-ce que, on l'a un peu évoqué, mais je voudrais bien vous entendre dans le détail là-dessus, on est en train de revivre le scénario des retraites. Moi, je lis, j'entends beaucoup ça. C'est clairement ce qui se profile à l'horizon, là ? Avec, on s'en souvient, des députés LR qui finalement ne votent pas le texte qui avait été âprement négocié ici au Sénat. Voilà, ça devient un jeu très, très compliqué parce qu'en fait, c'est vrai que si du côté de l'Assemblée nationale, on dit ça ne va pas assez loin, la grande question évidemment que ça pose tout de suite, c'est où est la majorité pour voter ce texte. Et donc il y a peut-être aussi une dimension stratégique. Est-ce qu'il s'agit aussi d'amener le gouvernement, de le pousser dans ses retranchements, encore une fois de lui faire pression, parce que le ministre s'est très engagé sur l'idée pas de 49.3, je ne veux pas de 49.3. Il s'est montré très confiant à l'issue du vote du Sénat. Il avait l'air extrêmement content du travail fait par le Sénat. Il a eu des mots assez élogieux et il a redit à ce moment-là qu'il ne voulait pas de 49.3. Donc on voit qu'il y a une dimension aussi, une autre dimension stratégique. Si finalement le gouvernement était obligé de dégainer le 49.3, c'est vrai que globalement ça montrera encore une fois que le gouvernement n'a pas de majorité. Donc on revient effectivement vers un peu ce scénario avec toujours ce problème, un gouvernement qui n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Stéphane Zumsteck, comment l'opinion, alors on va plutôt parler des sympathisants LR, pas seulement les militants évidemment, mais comment l'opinion a vécu cet épisode des retraites? Très mal. Alors d'abord, les gens qui se réclament toujours des LR, il n'y en a plus beaucoup. Ils sont moins nombreux. Voilà, ils sont moins nombreux qu'auparavant. François Fillon fait 20%, Valérie Pécresse en fait moins de 5%. Tout le monde connaît ces chiffres. 12 maths, comme disent les Anglais. Je pense que on va dire l'opinion des gens de droite qui trouvent encore un peu d'espace entre le bloc présidentiel et la droite radicale est profondément désorientée. Enfin, tout ce qu'on a vu là dans votre reportage sur la succession des prises de parole montre que, en fait, les LR sont totalement inaudibles. On ne sait pas qui est le chef, on ne sait pas ce qu'ils veulent. D'ailleurs, on comprend qu'ils ne savent pas. Inaudibles parce qu'il y a trop de sons de cloche différents, c'est ça ? Parce qu'il y a trop de sons de cloche différents, d'une part, et d'autre part, parce que visiblement, si vous êtes un électeur LR, si vous êtes en général, parce que c'est un peu ça la sociologie de cet électorat un peu vieillissant, vous voulez quoi ? Vous voulez que l'Assemblée nationale fonctionne, que le Parlement fonctionne, vous voulez que des majorités se dégagent. Or, les LR font tout, en ce moment en tout cas, en surenchérissant sur le projet de loi immigration, pour qu'aucune majorité ne se dégage. C'est le premier point. Et d'autre part, comment expliquer, comment apparaître crédible, et j'ai envie de dire sérieux auprès de son propre électorat, alors que vous représentez un des principaux partis de gouvernement de ces 50 dernières années, comment faites-vous pour convaincre ce qu'il vous reste de l'électorat que ça vaut le coup de voter pour vous ? C'est ça, ils sont vraiment pris là dans un piège. C'est très compliqué. Il y a eu les frondeurs lors de la réforme des retraites. Ça a laissé des traces absolument dévastatrices au sein de l'opinion de droite, parce que personne n'a compris. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est pire en fait. Ce n'est pas juste un tiers des députés qui s'opposent à la direction du parti. Là, c'est carrément en bloc les sénateurs LR qui s'opposent, enfin qui ne sont pas du même avis que les députés. Ça donne l'impression en fait d'une cacophonie et d'un parti qui est totalement perdu. Vous parliez tout à l'heure évidemment de l'incarnation personnelle. Oui, il n'y a plus de Jacques Chirac, il n'y a plus de Nicolas Sarkozy. Que faire et je le répète, on se profile les élections européennes. Pour l'instant, en tout cas, on s'oriente vers quelque. Alors, n'en parlera pas trop tôt parce ça s'annonce mal. Mathilde nous en parlera dans un instant. Et il y a effectivement beaucoup de choses à dire sur la perspective des élections européennes. Je livre, et ça va dans le sens de ce que vous venez de nous dire, cette dernière information, sondage Odoxa, pour évaluer l'impact dans l'opinion du refus notamment des LR, mais aussi du Parti Socialiste et de LFI, de se rendre demain aux rencontres de Saint-Denis. 51% des Français trouvent que c'est une erreur de refuser de se rendre à ces rencontres. Et alors, là où ça devient intéressant pour notre débat, c'est que si on va un peu plus finement regarder ce qu'en pensent les sympathisants LR, on est à 59%. Franck Morel, moi j'ai ce sentiment, et on en vient au culte du chef. On ne sait plus, je ne sais pas si je vais arriver à compter les chapelles au sein de LR, entre le Sénat, le parti et les auto-entrepreneurs de l'Assemblée. Vous avez employé le terme d'auto-entrepreneur. Il a déjà été utilisé effectivement pour caractériser une forme
de balkanisation, de chapellisation, entre guillemets, très, nombreuses au sein de l'Assemblée nationale. Moi, je voudrais revenir effectivement, pour répondre à votre question, aussi sur cet épisode du vote au Sénat et puis des positions divergentes à l'Assemblée au sein de LR sur le projet de loi immigration. C'est vrai que traditionnellement, indépendamment du contexte que l'on connaît aujourd'hui, on a toujours un Sénat qui est plus constructif, entre guillemets, qui est plus dans la recherche du compromis, qui est plus feutré, où les débats sont moins passionnels, etc. Et où, à l'Assemblée, en revanche, on revient sur des débats plus tranchés, plus politisés, au sens clivant du terme. Donc ça, c'est quelque chose, de toute manière, que l'on rencontre, et de manière assez régulière, et il n'est pas surprenant qu'il puisse y avoir une part de cette dimension-là dans le cadre de l'examen du projet de loi immigration. Sauf que on voit que vient se surajouter à ça une forme de rivalité entre Bruno Retailleau d'un côté et Éric Ciotti de l'autre. Et là, on n'est pas uniquement dans le côté Sénat versus Assemblée. On est aussi sur des logiques un peu personnelles, historiques. Vient s'ajouter aussi, certes, la volonté de Gérard Larcher de faire en sorte que le Sénat imprime sa patte existe, et ça s'est vu d'ailleurs, vous l'avez évoqué tout à l'heure, à travers le fait que Gérard Larcher sera présent à Saint-Denis. Et donc, on voit bien que, bien au-delà d'un simple processus assez habituel, assez classique, de discussion plus apaisée au Sénat que par rapport à l'Assemblée nationale, on exacerbe encore plus ces différences à travers une difficulté, en réalité, à jouer simplement de ça pour avoir, en fait, une véritable stratégie consistant, parce que ça aurait pu être le cas, consistant à dire on va jouer la carte Sénat pour faire retomber le soufflet, pour apaiser un peu, et puis on remontera un peu derrière la mayonnaise, on remontera un peu la tension derrière à l'Assemblée nationale pour obtenir un peu des choses en plus. Ça aurait pu être une stratégie, mais on n'a pas l'impression que c'est une stratégie consciente en réalité. C'est quelque chose d'assez subi du fait de cette parcellisation. Alors la question du leader, du chef, alors la présidentielle c'est dans 3 ans et demi, donc bon, que valent les sondages aussi loin d'un scrutin? Je ne vais pas vous poser cette question-là, c'est pas le thème de notre débat, vous me remerciez. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'instant T, le candidat putatif Wauquiez ne décolle pas. On regardait ce sondage, c'est pas vous, c'est IFOP Fiducial, qui date du 31 octobre dernier. On a une Marine Le Pen à 31%, Édouard Philippe 26%, Jean-Luc Mélenchon et Laurent Wauquiez, il faut descendre dans la liste, à 5%. Bruno Cotresse, est-ce qu'on surestime l'influence de Laurent Wauquiez sur le parti LR, d'après vous? Elle est grande quand même. Elle est grande. Ça reste quand même une de leurs principales figures dans la perspective d'élections présidentielles. Il continue de disposer, je pense, d'une image quand même de quelqu'un qui a la stature d'une personnalité politique nationale. Il s'est imposé à lui-même une cure à la fois d'abstinence médiatique, il a envoyé des messages qu'il était dans une phase de réflexion, il a publié une longue interview il y a quelques semaines dans le journal Le Point, qui était dans le message, était de dire j'ai réfléchi à mes erreurs, j'ai progressé en réflexion, mais maintenant quand même le cap sur un terme de points fondamentaux de Laurent Wauquiez. Et effectivement, Éric Ciotti a clairement dit qu'il était son candidat lorsqu'il a pris la présidence du parti. Donc tout le monde un peu attend ce que va faire Laurent Wauquiez, à quel moment il affirmerait une stratégie vis-à-vis de l'élection présidentielle dans un univers LR qui est un univers avec beaucoup d'incertitudes de ce point de vue-là, avec des ambitions personnelles qui commencent à s'exprimer autour de Laurent Wauquiez et qui vont le pousser à agir forcément, il va être poussé à ce... Alors la stratégie qu'il a adoptée, c'est cette stratégie, je pense, de susciter un peu le désir de Laurent Wauquiez à l'intérieur, mais c'est vrai que ça ne décolle pas. Il n'y a d'ailleurs aucun pour lequel ça décolle. Quand certains sondages ont été faits qui taisent des hypothèses alternatives à Laurent Wauquiez, qu'il s'agisse de Xavier Bertrand, qu'il s'agisse de David Lisnard, ça ne décolle absolument pas. Donc ils sont dans une situation qui est pour le moment une situation de grande difficulté par rapport à ça. Stéphane Zumsek, votre avis là-dessus, parce que la présence de Laurent Wauquiez dont nous parlait Jonathan Dupriez à cette réunion des députés LR, en fait c'était la première fois qu'il venait depuis les élections législatives. Est-ce que c'est le signe d'un changement de stratégie? Je pense qu'on lui a beaucoup reproché, y compris au sein de son propre parti, une certaine absence, notamment au moment de la réforme des retraites, quand il a vraiment fallu trancher. Je reviens à l'épisode de cette petite vingtaine de députés qui se sont quand même... qui
qui ont frondé, évidemment. Oui. Le pari de Laurent Wauquiez, c'est de se dire que le macronisme n'aura été qu'une parenthèse. En 2027, ce sera la fin, c'est en tout cas ce qu'il espère, la fin de cette expérience, et qu'on en reviendra à un clivage classique gauche-droite. C'est pas le seul à faire ce pari, d'ailleurs. C'est pas le seul, et à une sorte de bipolarisation, comme on a connu entre un parti centre-gauche et un parti centre-droit. Oui, mais aujourd'hui, y compris quand on interroge les électeurs de droite et les sympathisants de LR, c'est qui aujourd'hui les personnalités les mieux perçus, dont on approuve le plus l'action? C'est Édouard Philippe, ça peut être Gérald Darmanin sur certains points, ça peut être Bruno Le Maire, bien plus que Xavier Bertrand ou Laurent Wauquiez. C'est ça le problème. Donc l'enjeu pour lui, ce sera de réussir à recréer un espace entre Renaissance, entre le successeur, celui qui sera désigné comme candidat, en tout cas, pour succéder à Emmanuel Macron, et le Rassemblement national. On en est bien loin. Vous citiez tout à l'heure un sondage présidentiel, certes, on en est encore loin, mais on se rapproche à grands pas de l'élection européenne, et aujourd'hui, les mesures qui sont faites sont très, très décevantes et très inquiétantes pour les LR. On a publié, nous, ce week-end, dans la Tribune, une enquête qui mettait la liste, qui a été conduite par François-Xavier Bellamy, à 6%. Ce que je veux dire, c'est que même si les choses vont encore évoluer dans les mois qui viennent, l'hypothèse que les LR n'atteignent pas la barre fatidique des 5%, elle n'est pas baroque. Comment ensuite mettre sur orbite un candidat à la présidentielle, que sa liste fasse 5, 6, 7 ou 8%? Comment être crédible derrière? D'autant plus que ce sera la surenchère à droite, y compris au sein du camp macronien, et que ce sera encore plus compliqué en cas de contre-performance aux élections européennes d'exister après. 9 juin, je rappelle que c'est la date de ce scrutin européen, c'est dans moins de 7 mois. Mathilde, il y a pas mal d'inquiétudes au sein de cette droite LR à propos de cette échéance. Eh bien oui Thomas, puisque même si la campagne n'a pas encore débuté, on vient de le dire, les sondages sont vraiment très peu flatteurs pour le parti d'Éric Ciotti, avec un scénario noir que tous les responsables ont en tête à droite, celui d'être relégué en 6e, voire en 7e position, derrière notamment la liste Reconquête menée par Marion Maréchal. Et cette candidature de la nièce de Marine Le Pen, elle complique d'ailleurs l'équation pour LR, puisque Marion Maréchal incarne une ligne identitaire et conservatrice, pas très éloignée finalement de celle que porte l'eurodéputé François-Xavier Bellamy, qui n'est pas encore déclaré, mais qui est fortement pressenti pour mener cette liste LR, comme en 2019. Donc c'est un espace politique pour la droite républicaine qui se retrouve considérablement réduit, alors que au niveau européen, la droite européenne, le PPE, pourrait sortir gagnante de ce scrutin, et les républicains risquent de se retrouver à la traîne par rapport à leurs alliés, mais aussi au niveau national. Avec quelles conséquences pour l'avenir de ce parti ? Alors Thomas, on a annoncé maintes fois le décès, la mort des Républicains, mais cette fois, il faut reconnaître qu'avec un score en juin qui serait peu ou prou celui de Valérie Pécresse, autour de 5%, on l'a dit, les Européennes pourraient sonner le glas de la formation politique historique de la droite, de Jacques Chirac. Alors voici ce qu'on entend dans les couloirs du parti. On ne va pas se raconter d'histoire. Si on fait moins de 5%, on se posera la question de présenter un candidat en 2027. Laurent Wauquiez, qui rêve de l'Élysée, va donc regarder de très près cette élection, mais aussi la majorité, qui verrait au contraire dans cette chute de LR l'opportunité de concrétiser ce projet de coalition qui flotte quand même, on en entend beaucoup parler depuis le début du quinquennat et qui est notamment défendu par Nicolas Sarkozy, d'autant que du côté de ce que l'on appelle le bloc central, ceux qui se positionnent pour la présidentielle viennent plutôt de la droite. Édouard Philippe, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire sont tous issus des Républicains. Effectivement, on l'a évoqué. Merci beaucoup Mathilde. Donc il y a deux questions que vous abordez là. Il y a la probabilité d'un nouveau fiasco électoral et puis la capacité de LR à y survivre. On va aborder ces deux questions ensemble. Peut-être Bruno Cotresse pour commencer. Alors 7 mois, c'est long en politique, mais quand même l'hypothèse d'une liste LR sous les 5%, c'est plausible aujourd'hui, oui, justement avec la présence de Reconquête. Si on prend au sérieux les intentions de vote publiées aujourd'hui et qu'on les prend au sérieux, c'est-à-dire on voit, on calcule les fameuses marges d'erreur, on voit que c'est possible, effectivement. Alors là, c'est la catastrophe, c'est le cataclysme total, si c'était le cas pour les Républicains. Non seulement ça veut dire pas de députés européens, ça inscrirait au fond le score de Valérie Pécresse dans quelque chose qui n'était pas le problème Pécresse. Ça voudrait dire que le problème est bien ailleurs. Et là, pour l'organisation politique, c'est terrible parce que ça oblige à se poser les questions les plus fondamentales. On peut dire que l'accident industriel de Valérie Pécresse, on dit la campagne n'a pas pris, voilà, etc. Mais là, si ça se reproduit, déjà rappelons-nous qu'aux précédentes européennes, lorsque la liste François-Xavier Bellamy avait fait 8%, on peut voir les chiffres d'ailleurs. Le Rassemblement national
nationale en tête. Je rappelle les chiffres, je vous laisse conclure après. 23-31, LREM 22-41 et effectivement, LR à 8-48. Voilà, mais peut-être qu'aujourd'hui, ils achèteraient tout de suite 8-48. Donc voilà, on voit quelque chose, une élection, et puis les élections européennes, effectivement, ça vient d'être rappelé, c'est une élection où la famille politique des Républicains, elle compte toujours quand même beaucoup. Il y a de gros partis en Europe qui sont associés aux Républicains à l'intérieur de ce groupe, de la famille du PPE. Donc pour eux, ça serait en plus une humiliation européenne très importante, et effectivement avec des effets en chaîne, sans doute très important. On a dit tout à l'heure, il y a une logique de balkanisation. Peut-être que cette logique de balkanisation, elle serait accentuée, elle serait appuyée. Voilà, donc ça veut dire que certains iraient plutôt côté RN, d'autres plutôt côté majorité présidentielle. Ou la tentation de créer un nouveau mouvement politique. Certains ont créé déjà des structures politiques parallèles aux partis. Donc peut-être l'idée de dire, là vraiment, il faut vraiment envoyer le faire-part de décès des Républicains et afficher plus clairement des hypothèses alternatives, y compris des hypothèses d'organisation alternative. Franck Morel, la deuxième partie de la question, donc là on a évoqué la probabilité de ce nouveau fiasco, mais c'est est-ce que LR peut y survivre ? Je crois que ce qui est intéressant, c'est de se plonger un petit peu dans l'histoire et de regarder ce qui s'est passé après plusieurs scrutins européens. Parce que, vous l'avez dit, les européennes, c'est quand même un scrutin très particulier qui, très souvent, met dans une position plus aisée des partis qui se présentent comme étant un peu hors système ou hors sentier battu, on va dire. Je vais vous donner 3 exemples. Scrutin de 1994. C'est le scrutin qui a signé l'acte de décès des ambitions présidentielles de Michel Rocard. Michel Rocard, à l'époque, était tête de liste du Parti socialiste. Bernard Tapie menait une liste radicale et avait réussi à obtenir un score assez conséquent. D'aucuns disaient un peu téléguidé par le président Mitterrand à l'époque. Et en tout cas, qui a abouti à la fin définitive des ambitions présidentielles de Michel Rocard. Deuxième exemple, 1999. Nicolas Sarkozy remplace en catastrophe Philippe Séguin comme tête de liste de la droite modérée à l'époque. Et Charles Pasqua et Philippe de Villiers mènent une liste qui arrive devant la liste officielle de la droite modérée. À l'époque, ça a généré une traversée du désert qui a duré quelques années de Nicolas Sarkozy. Troisième exemple, ça a été projeté il y a quelques minutes. Le score de LR en 2000, lors des dernières élections, en 2019, lors des dernières élections européennes, ça a produit quand même la démission de Laurent Wauquiez de la tête des Républicains. Et donc, les européennes, c'est un scrutin qui est toujours compliqué pour les partis dits de gouvernement ou les partis qui sont perçus comme étant assez classiques, on va dire dans des couloirs de nage assez classiques, et qui profitent beaucoup aux extrêmes d'un côté, aux partis hors système de l'autre, et qui peuvent produire effectivement des formes de recomposition ou de cataclysme d'une certaine manière en matière politique. Est-ce que ce que vous décrivez, je vous pose la question à vous, Stéphane Zumsek, ça n'incite pas les poids lourds? Alors je dis ça en étant très respectueux évidemment de François-Xavier Bellamy, mais est-ce que ça n'incite pas les poids lourds à ne pas y aller? Vous voyez ce que je veux dire? On est en train de parler de l'incarnation, du manque d'incarnation, d'un parti où un chef doit savoir cheffer et qui n'en fait pas ressortir aujourd'hui. Si c'est pour prendre autant de coups, personne ne veut y aller. Je ne suis pas sûr que quelqu'un aurait aujourd'hui au sein des LR le même courage qu'avait eu Nicolas Sarkozy à l'époque. Parce que malgré tout, c'était très courageux. On peut penser ce qu'on veut de Nicolas Sarkozy, mais ce qu'il avait fait, il savait qu'il allait au casse-pipe quelque part. Et malgré tout, c'était aussi un moyen pour lui de s'affirmer. Maintenant, sur la pérennité des LR, je ne veux pas être provocateur, mais on parle de la fin de la marque, l'éventuelle fin de la marque LR ou l'éventuelle fin de la droite de gouvernement. Parce que quelque part, l'avenir des LR, ça s'inscrit peut-être dans ce que deviendra la Macronie en cas de réélection. En cas d'élection du candidat macroniste à la prochaine élection présidentielle. Parce que la droite de gouvernement, elle existe, et elle est au pouvoir, en fait. Aujourd'hui, quand on voit, on n'est plus du tout dans le schéma de 2017, mais de 2022. Et on parle de ce siphonnage progressif et finalement de ce potentiel électoral réduit à peau de chagrin pour les LR. Mais ce qui est quand même frappant, c'est que dans le contexte actuel d'impopularité du président de la République et de la majorité présidentielle, il n'y a personne qui revient au bercail. Ces gens-là, alors, soit partent ailleurs, soit partent vers le RN, il n'y en a pas beaucoup, vers l'abstention. En tout cas, tout le monde est très critique, y compris au sein de cet électorat démocrate, chrétien ou libéral, à l'égard du gouvernement, mais ça ne profite en rien, à aucun moment, au LR, jamais. Et ça, c'est un vrai problème. Il y a un problème aussi de marque. Sur l'avenir politique, on peut d'ailleurs avoir la même réflexion sur le Parti socialiste. Bruno Cotresse sont des partis qui survivent en partie grâce à leur maire.
ou alors président de région. Mais est-ce que ça suffit pour tenir éternellement? Vous voyez ce que je veux dire? Non. Non, ça ne suffit pas, ce n'est pas inscrit dans le marbre. La fameuse prime au sortant a une durée de péremption. On ne peut pas tenir 30 ans sur la prime au sortant. Il y a de temps en temps des élus locaux qui arrivent à survivre sur plusieurs élections municipales, mais ça a une durée de vie assez limitée. Quand donc un maire a déjà fait 2 mandats, s'affaiblit à un moment où ça va... Quand un maire a déjà fait 2 mandats, la 3e élection est souvent un peu compliquée. Donc ça n'a pas une durée de vie éternelle et ils ne peuvent pas uniquement tout mettre sur l'idée qu'ils ont le temps de voir venir parce qu'ils ont leurs bastions municipaux, régionaux, départementaux éventuellement. Donc il faut à un moment donné, pour que tout ça se maintienne à flot, qu'il y ait effectivement de temps en temps une grande incarnation et quelque chose qui dit que ça existe encore dans l'opinion fortement avec l'élection présidentielle. C'est absolument fondamental et rappelons quand même que ça fait maintenant plusieurs élections présidentielles de rendez-vous manqués pour la droite, 2012, 2017, 2022. Est-ce qu'ils peuvent se permettre 2027 un gros crash ? Et la situation paradoxale des LR, c'est qu'en même temps que ces questions se posent, ils ont en même temps un peu une balle de match en main pour l'élection de 2027. C'est-à-dire qu'on voit bien, je parle sous le contrôle d'un sondeur, que s'il y avait un candidat de centre-droit plus un candidat de centre-droit macroniste, peut-être que c'est problématique pour les deux. Oui, effectivement. Alors, je vais vous redonner la parole tout de suite, Franck Morel, mais un dernier élément dans ce débat sur la question de la bascule de LR vers l'extrême droite. Voici une critique exprimée par la sénatrice socialiste Marie-Pierre de La Gontrie. C'était lors des débats sur le texte immigration. Votre texte, mesdames et messieurs de la majorité sénatoriale, reprend consciencieusement, en s'alignant avec les propositions du Front National et de Marine Le Pen sur chacun des thèmes évoqués lors de l'examen de ce projet de loi. Votre aile la plus dure a emporté le groupe LR. Nous vivons aujourd'hui, mes chers collègues, un moment de clarification de la droite française. Ce texte au parcours chaotique s'achève dans un naufrage pour la droite et une rupture avec notre modèle républicain, mais aussi avec l'héritage du gaullisme et l'ambition de cohésion que défendait Jacques Chirac. Alors, plus que de la dérive vers l'extrême droite, mais ça peut se rejoindre, c'est l'héritage du gaullisme. Qui incarne cet héritage aujourd'hui, Franck Morel? Alors, je vous trouve une perche, hein, elle est trop jolie. Est-ce que c'est Édouard Philippe avec qui vous avez travaillé pendant des années à Matignon? Je ne suis pas très objectif pour répondre. Voilà, c'est pour ça que je le dis dans ma question. Proche d'Édouard Philippe, je vais vous dire qu'effectivement, je trouve dans Édouard Philippe un certain nombre d'éléments de nature à permettre d'incarner ces... Mais est-ce que ça veut encore dire quelque chose, l'héritage du gaullisme, alors que le général de Gaulle est mort en 1970? On est 65 ans après sa prise de pouvoir. Ça renvoie un certain nombre de valeurs, l'attachement aux institutions de la Ve République, le rôle de la France. Il y a un certain nombre de valeurs et effectivement, on peut considérer qu'un certain nombre de personnalités, et Édouard Philippe en fait partie, incarnent cet héritage. Moi, je voudrais revenir quand même sur un point qui est la question que vous évoquiez tout à l'heure sur le fait de dire qu'en réalité, la droite de gouvernement, elle est au pouvoir en ce moment. Vous avez, dans ce qu'avait théorisé René Raymond, la fameuse histoire des 3 droites, vous savez, avec la droite orléaniste, la droite bonapartiste et la droite légitimiste. Et à une époque, la droite modérée était capable de fédérer ces 3 droites. Et c'était justement une force. Ce qui permettait de gagner une élection nationale. Dans l'héritage du gaullisme notamment, vous aviez cette fédération, alors autour de la droite plutôt bonapartiste, mais en tout cas vous aviez cette fédération des 3 droites qui faisait la force et l'ancrage dans le temps de la capacité de la droite à rester au pouvoir. Et aujourd'hui, force est de constater que LR déjà, ne coche pas la case s'agissant de la droite orléaniste. La droite orléaniste n'est pas du tout à LR, elle est plutôt du côté de leur droite de gouvernement. A du mal, par rapport, par exemple, à Éric Zemmour, à incarner la droite légitimiste. Il y a une partie de la droite légitimiste, plutôt conservatrice, plutôt croyante, très catholique, etc., qui est plutôt chez Éric Zemmour. Et puis, s'agissant de la droite bonapartiste, elle va être un petit peu chez LR, mais un petit peu aussi, effectivement, dans la droite de gouvernement actuelle. Donc, on n'a plus cette fédération des 3 droites qui faisait la force de, je dirais, pendant un certain temps, effectivement, de la droite de gouvernement. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat qui était passionnant. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat.